Bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus ici, nombreuses et nombreux, pour écouter parler du cycle de l'eau et d'un sujet pas très joyeux comme celui des bâtiments. On s'était mis d'accord sur un titre qui était 9 bassines supplémentaires sur le bassin de couture, est-ce bien raisonnable? J'avoue que j'ai changé le titre pour une question complètement rhétorique. Des bassines tout court, sur l'homme culture ou sur un autre bassin versant, en fait, est-ce bien raisonnable? Alors je vais commencer par une très large introduction sur le cycle de l'eau, histoire de mettre un contexte pour pouvoir vraiment se faire un avis sur ces bassins. Donc il y a énormément d'eau à la surface de la planète, et d'eau en mouvement, ce qu'on voit bien ici avec les nuages, mais 97,5% de cette eau est salée, et parmi les 2,5% d'eau douce qui nous restent, on en a les 3 quarts à peu près qui est sous forme de glace au niveau des calottes polaires et des glaciers. Donc il reste vraiment pas beaucoup d'eau douce à peu près disponible, on pourrait dire, pour l'espèce humaine, enfin pour le vivant en général. Alors je vais beaucoup montrer ce schéma pendant cette conférence. C'est le nouveau schéma du cycle de l'eau de l'USGS, qui est l'agence américaine de géologie, et qui a la particularité de faire des infographies qui sont incroyables. Et ici, on a un schéma très très complet du cycle de l'eau, en tout cas à l'échelle d'un bassin versant, pas à l'échelle de la planète. Et il est très clair aussi bien à cette très grande échelle, on va voir nous les grands cycles, qu'à des moments où je vais pouvoir zoomer finement sur chaque partie du schéma, enfin on peut regarder vraiment des niveaux de détail très intéressants. Et ce qu'il a aussi de très nouveau, c'est que, en fait, dans le cycle de l'eau aujourd'hui, l'espèce humaine prélève tellement d'eau et fait circuler tellement d'eau à la surface qu'on est obligé de le prendre en compte quand on veut expliquer le schéma du cycle de l'eau. Donc on a l'habitude de le décrire en partant de l'océan. Voilà. Donc on a cette grosse masse d'eau, on a énormément d'évaporation au-dessus de l'océan, ce qui fait la plupart des nuages. La plupart repleut immédiatement dans l'océan et une petite partie arrive sur les continents. Dans cette petite partie, encore une fois, on a toute une partie de cette vapeur d'eau qui va précipiter sous forme de neige ou de glace, enfin de neige et s'accumuler sous forme de glace, dans les calottes polaires et les glaciers. Et puis ensuite, non. Alors, quand une goutte d'eau, nous on va rester sur de la pluie, on n'est pas trop concerné par la neige et la glace ici. Quand une goutte de pluie arrive à la surface, et il peut lui arriver 3 scénarios. Et soit elle va s'infiltrer, soit elle va ruisseler, soit elle va s'infiltrer, être évaporée, soit elle va s'infiltrer et rentrer dans la mer. Dans le premier des cas, l'eau, elle suit en général la plus grande pente, la direction plus grande pente. Et donc elle va suivre le relief, ruisseler et atteindre une rivière, et puis petit à petit, éventuellement arriver jusqu'à la mer. Et donc là, c'est bien le relief qui nous contrôle les écoulements de l'eau. Et ça nous définit des surfaces qu'on appelle les bassins versants, qui sont partagés par ce qu'on appelle des lignes de partage des eaux ou des lignes de crête. Donc ici j'ai mis, c'est pas très lisible, mais ici j'ai mis la carte du bassin versant de la Charente. Et donc certaines sources de la Charente partent vraiment du massif central. Le relief qu'on voit ici, c'est le début du massif central, et vont s'écouler dans le bassin aquitain. Je ne vais pas m'étendre trop sur la géologie de la région, mais on y reviendra un peu après. Et donc on part des reliefs les plus élevés, ou en relatif sur les bords, pour aller s'écouler vers le relief le plus bas et enfin arriver à la mer. Donc ça c'est pour la partie vraiment aérienne, la partie de la topographie. Ah oui, et en chaque endroit d'une rivière, on peut définir un sous-bassin versant. Donc si vous avez le sous-bassin de l'Aume, avec la couture. Et là encore, on a les reliefs les plus élevés sur les bords. Et on voit bien ou pas que quand les gouttes d'eau vont ruisseler, elles vont rejoindre le point le plus bas. Les autres scénarios, c'est que la goutte d'eau, elle peut aussi être évapotranspirée, donc soit évaporée directement par la chaleur, soit transpirée par les plantes. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à quantifier et qu'on commence tout juste à réaliser. Donc, je pense que tout le monde a vu ici des images comme ça de forêts qui transpirent. On n'imagine pas forcément d'où vient cette brume dans la végétation, et c'est bel et bien leur transpiration qui leur permet
transporter les nutriments dans leurs tiges, dans leurs feuilles, à travers la sève. Donc, un des arguments qu'on entend généralement dans les gens qui veulent, on va dire, surexploiter les masses d'eau, c'est il nous pleut quelques milliards de mètres cubes sur notre territoire, bon, on doit pouvoir se servir de tous ces milliards de mètres cubes. En fait, déjà, la transpiration, on en a besoin. Je pense qu'on est d'accord ici pour dire qu'on a tous besoin des forêts, de végétation, de ripisylves, etc. L'évaporation, en plus, c'est quelque chose qu'on a du mal à endiguer. Et en tout cas, quand on est obligé d'utiliser des modèles ou des formules un peu compliquées pour estimer l'évapotranspiration. Et quand on fait un bilan, et là c'est le ministère de la Transition écologique qui vous le dit, c'est moins de la moitié des eaux de pluie qui restent dans le bassin versant à l'année. Donc plus de la moitié qui s'évapore, qui est transpirée et qui va aller être transportée dans les bassins versants d'à côté. En France, c'est en moyenne 90% d'apport océanique qui nous arrive par les précipitations. Mais si par un moyen miracle on coupait toute évapotranspiration ici, on aurait des petits problèmes dans les pays un peu plus à l'est qui, eux, tiennent leur précipitation vraiment d'évapotranspiration des territoires qui se trouvent avant la mer. Donc oui, c'est ce qu'on appelle l'eau renouvelable ou l'eau disponible. Et donc vraiment, ça nous limite énormément les ressources. Si notre goutte d'eau ne ruisselle pas et pas évapotranspirée, elle va pouvoir commencer à s'infiltrer dans le sol. Et en fait, il faut que, quand on a ce qu'on appelle une colonne de sol, on a des fois plusieurs mètres de sol, et il faut vraiment que cette partie soit saturée en eau pour pouvoir enfin commencer à recharger la nappe. Donc c'est vraiment quand que les champs sont blancs d'eau, ou qu'en tout cas quand on marche, c'est vraiment très humide, et littéralement ça fait floc-floc quand on marche dedans. Et du coup, on va avoir l'eau qui va rentrer dans les aquifères et on voit des petites flèches ici qui va pouvoir s'écouler beaucoup plus lentement, bien évidemment, que dans les rivières, mais s'écouler quand même jusqu'à la mer. Donc, je viens de dire un mot qu'il faut absolument que je définisse immédiatement. Un aquifère, c'est un réservoir. C'est une couche de roche poreuse et perméable. Ici, là, vous avez les couches en gris et bleu. Donc, vous avez 3 aquifères différents superposés. Et puis entre, on a les couches grises qui sont des couches par exemple d'argile, qui sont des couches imperméables et qui vont séparer les nappes qui sont contenues dans les aquifères. Donc vraiment, ce qu'on appelle un aquifère, c'est le contenant. Et ça peut être très très variable. Donc là, j'ai mis une photo un peu caricaturale. Ici, du théâtre des excentriques dans la rivière souterraine de Chandelier, un peu au nord de Niort, dans une nappe un peu profonde. Et donc ici, on a des calcaires qui ont été karstifiés, c'est-à-dire qui ont été dissous par des circulations d'eau. Il y a des cavités qui se sont formées, des rivières souterraines. Et donc, vous imaginez, là, notre spéléologue, il est dans un gros pore, une grosse cavité, dans laquelle, évidemment, on peut mettre beaucoup d'eau. Mais dans les murs, ici, il y a aussi des petites fractures, il y a aussi des petits pores. Et en fait, en général, ça ressemble beaucoup plus à ça, un aquifère. Et d'ailleurs, voilà un autre type de couche de roche, donc un autre type d'aquifère qui se trouve au-dessus et qui constitue, j'ai envie de dire, malheureusement pour la région, le principal aquifère ici, voire l'unique exploitable. Ça va être des bancs de calcaire beaucoup plus massifs, qui n'ont pas eu des grandes galeries creusées, mais qui ont été un peu fracturés, un peu fissurés, un peu altérés. Et donc, qui ont des petits trous un peu partout, et voilà, qui peuvent contenir, évidemment, ce genre d'aquifère ici peut contenir beaucoup moins d'eau que ces grandes cavités karstifiées. Donc ça c'est pour le côté roche poreuse, et puis une roche perméable, c'est quand les pores communiquent. Il faut pour ça, pour être un aquifère, que l'eau puisse circuler à l'intérieur des pores. Quand vous avez les petites pierres volcaniques là, avec les vésicules bien séparées, bien hermétiques les unes des autres, c'est une roche poreuse mais pas perméable. Donc il y a une grande variabilité des capacités d'aquifères, et ça c'est vraiment pas facile à déterminer, hein. C'est quand même plusieurs dizaines à centaines de mètres sous nos pieds, et c'est vraiment pas facile de cartographier des rivières souterraines ou des choses pareilles. Donc quand on a la hauteur d'eau, on va le voir juste après, on ne sait pas forcément à quel volume d'eau ça correspond. Et ça c'est pas forcément très connu. Donc ici j'ai mis le piézomètre, ah oui je ne l'ai pas montré sur la carte du bassin versant avant, donc le piézomètre de Longré, autour duquel il y a eu donc 3 bassines construites.
Donc, quand on a des forages, ici vous voyez des petits traits noirs, c'est des forages qui vont parfois jusqu'aux nappes profondes. Et on met des instruments dedans, on met une sonde, c'est ce qu'on appelle donc un piézomètre, et on enregistre l'élévation de la nappe au fil du temps. Donc ici on a un exemple de chronique piézométrique, on a les années qui défilent et puis on a l'élévation de la nappe. Et on voit des cycles annuels, et le trait en marron ici c'est l'altitude du sol. Donc on voit des cycles annuels de recharge et de décharge. Et du coup, peut-être vous avez entendu, parce que cet hiver on a eu droit à énormément d'hydrogéologie dans les médias. Et donc peut-être vous avez appris qu'on recharge les nappes qu'à l'automne et en hiver. C'est pour ça qu'on était très inquiets fin janvier. Donc bon, dans ce bassin versant-là, ça avait l'air d'être ok, mais moi à Poitiers, j'habite à Poitiers, on était en situation catastrophique jusqu'à fin janvier, en situation estivale jusqu'à fin janvier. Et du coup, c'est vraiment parce que c'est à l'automne et en hiver, quand les précipitations, les pluies sont dites efficaces, qu'elles sont supérieures à l'évapotranspiration, qu'on peut recharger les nappes. Et quand le printemps arrive, c'est pour une année à peu près normale, quand le printemps arrive et l'été, la végétation repart, les températures sont plus importantes, donc là l'évapotranspiration est bien plus importante que les pluies qui en plus ont tendance à diminuer. Et donc, et puis au bout d'un moment arrive la saison de... Alors il n'y a pas que ça qui joue ici dans la décharge, mais à un moment arrive la saison de l'irrigation agricole, et là... disons que globalement, dans la région Poitou-Charentes, on voit une baisse drastique de tous les piézomètres au moment où on lance les pompes pour l'irrigation massive, bien évidemment. Alors, ce qui n'est pas forcément évident ici, mais ce qu'on peut voir là, c'est que du coup, donc on a des saisons. Pardon. En hiver, on a un niveau maximum de crue. En été, automne, et puis plus ça va, plus ça déborde, voire on va en hiver. On a les niveaux minimums, qu'on appelle aussi les niveaux d'étiage. Alors là, je vais passer très vite, parce que normalement, on peut empiler comme ça plusieurs couches d'aquifères avec ce qu'on appelle le socle. Donc on peut voir dans le massif central des granites, des roches métamorphiques très dures qui ne font pas vraiment d'aquifère. Et puis, l'empilement classique du Poitou-Charentes, c'est une couche de calcaire karstifié, une couche imperméable, une autre couche de calcaire karstifié, et cette grosse couche de banc calcaire où il n'y a que les quelques premiers mètres à dizaines de mètres qui servent d'aquifère. Bon, ici, cette couche de gros bancs calcaires imperméables, elle fait plus d'une centaine de mètres. Donc, on ne va pas avoir accès aux aquifères les plus profonds. Donc, il n'y a vraiment que d'exploitable, j'aime pas trop le terme, mais quand même, que ce genre d'aquifère qui est très fragile, qui ne contient pas beaucoup d'eau et qui est très connecté à la surface, donc très sujet aux pollutions, par exemple. Alors, on va attaquer quand même après cette grande introduction sur le cycle de l'eau pour mettre en contexte le problème qui quand même nous attire ici. Les méga-bassines, bon, j'ai pris l'habitude de présenter les bassines par leur phase de chantier. Et notamment celle-ci, là on est sur le chantier de Sainte-Soline, et en fait il est en train de se passer exactement la même chose à Prières depuis les négociations à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Voilà. En fait la première phase du projet, c'est vraiment la phase qui justifie la demande de moratoire, puisqu'il commence par décaper la terre végétale sur des hectares. Ici c'est 16 hectares le chantier. L'ensemble des bassines des Deux-Sèvres, alors ici je n'ai pas fait le calcul, mais sur le projet des Deux-Sèvres, c'est 200 hectares qui vont être éradiqués de sols agricoles, qui sont éradiqués. Donc ils décapent vraiment tout ce qu'ils peuvent, ce qui fait que derrière, quand il y a une bassine abandonnée, il n'y a pas grand-chose qui repousse. Ici, c'est la bassine de Vivonne, l'intérieur de la bassine de Vivonne. C'est au sud de Poitiers, c'est 2 bassines qui ont été abandonnées, qui ont été construites dans les années 2000, remplies en 2000 en tout cas. Et puis quand ils ont... C'est une région... avec des karstes, donc des grandes galeries qu'on a du mal à cartographier. Et quand ils ont rempli la bassine avec la charge, en fait, il y a une fissure qui s'est ouverte, et toute l'eau est partie à l'intérieur. Ça a inondé les maisons autour. Voilà, et du coup, ils n'ont jamais utilisé ces 2 bassines. Financé par la Chambre d'agriculture, bien évidemment. Et ce qu'on voit, moi, ce qui me choque en tant que géologue, qui est habitué à penser un peu sur du temps long, et ben, c'est qu'au bout de 20 ans, on n'a rien qu'à repousser, quoi.
On a des mousses, on a des petits arbustes, mais au bout de 20 ans sur un territoire abandonné, on va avoir un début de forêt, quoi. Là, on a encore un paysage désertique. Et ce qu'on peut voir, ils servent de la terre végétale pour recouvrir les digues. Et en fait, les digues sont en érosion, la terre ne reste pas, et donc la végétation ne peut pas tenir, même là où il y a de la terre. Donc c'est vraiment ce qu'on a essayé d'expliquer à la préfète de région, hein, c'est que voilà, quand on commence un chantier, en fait, on fait des dégâts irréparables, et que c'est pour ça que pour négocier sereinement, il faudrait arrêter les chantiers. Ils ont enlevé la bâche de plastique? Non, en fait, la bâche de plastique, elle s'est démantelée un peu toute seule. Il y a des endroits où il reste de la bâche, mais il y en a plein autour de la bâtisse. Voilà. Ouais. On y est allé il y a quelques mois, on n'a pas eu besoin de rentrer dans l'enceinte pour avoir des bouts de bâche et voir à quoi ça ressemblait. Et c'est vraiment une bâche, justement, on va y venir après la bâche. Donc après, ils creusent dans la roche, donc ils creusent dans l'aquifère, en fait, ils enlèvent des capacités de stockage quelque part. Et ils se servent de cette roche pour construire des digues, donc on a à peu près un dénivelé de 10 mètres à l'intérieur. Donc là, c'est le chantier de la bassine de Mosée qui est aujourd'hui en activité. Et puis après, ils recouvrent ces cratères d'une bâche plastique qui fait un peu plus d'1 millimètre d'épaisseur, qui est une bonne bâche noire, qui permet de bien chauffer au soleil, et qui, au bout de 10-15 ans à chauffer les étés au soleil, a tendance à se racler un petit peu. Et ça, pour l'instant, on n'a pas encore de conséquences visibles. Et donc, les méga-bassines, elles sont financées par les agences de l'eau sur le principe de la substitution. C'est-à-dire que donc, ces bassines, elles sont remplies par pompage dans les nappes, contrairement à ce que dit le ministre de l'Agriculture, et on pompe en hiver quand ils nous disent qu'il y a de l'eau excédentaire. Alors là, j'ai oublié de changer la chronique piézométrique ici, c'est un autre piézomètre, mais c'est le même principe. Et donc, on prélèverait en hiver pour éviter des prélèvements en été. La courbe rose que j'ai superposée ici, c'est une courbe complètement uniquement pédagogique, qui n'a aucune portée scientifique. Mais ce à quoi on peut s'attendre, c'est à ce que les niveaux maximums en hiver soient jamais atteints. Et ce qu'ils nous vendent, en tout cas comme impact écologique, soi-disant positif, c'est un soulagement des étiages, donc des niveaux bien plus faibles, des niveaux minimums bien moins bas. Ça devait s'accompagner d'une diminution des volumes prélevés de 20%, mais là, donc, si vous avez des questions sur les problèmes de substitution, comme ils se basent sur les volumes autorisés, qui sont bien supérieurs aux volumes prélevés pour faire les tailles de bassines, en fait, les bassines ont tendance à faire augmenter le volume prélevé total. Et donc en fait, ils commettent en les faisant des dégâts irréparables, et en face, ils n'ont aucune preuve que ça va marcher. Ils nous disent, en fait, donc les agences de l'eau, elles financent pour suivre la directive de 2006, la directive cadre européenne de 2006, qui somme la France de retrouver le bon état des cours d'eau. Et donc, la COP de l'eau, donc je me base beaucoup sur le projet des OCEF, je suis désolée, c'est celui que j'ai le plus travaillé, a demandé au BRGM un rapport pour simuler l'impact des bassines sur les nappes et les cours d'eau. Et il était brandi comme un argument scientifique, et puis bon, en fait, j'en ai fait une petite revue critique, et le rapport n'a pas passé l'examen. Et là, je vous montre un exemple particulier. Donc, ils utilisent un modèle numérique, on va passer très vite, pour reproduire l'évolution des nappes et des cours d'eau en fonction des précipitations et puis des prélèvements qui ont été faits. Puis après, ils changent un petit peu pour voir comment les bassines, ce serait vachement bien pour les cours d'eau. Alors déjà, sur le graphique du haut, ici, on a en bleu la courbe modélisée, donc la courbe mathématique, on pourrait dire, et en rouge, on a la courbe des données vraiment enregistrées dans le milieu. Donc, au premier abord, ça ne colle pas trop mal. Déjà, quelque chose qui est sidérant, et entre les années 2000 et 2011. Une chose qui est sidérante, c'est qu'on n'a que 2 années de données. Et ça, c'est un gros problème, particulièrement en France, on a très peu de données sur les nappes et les cours d'eau. Donc ça n'aide pas à assurer une bonne gestion de l'eau sur le territoire. Et en fait, ce qu'on peut assez vite voir ici, le Mignon, il est à sec pendant des mois, tous les ans, et de plus en plus longtemps. Et en fait, le modèle ici, c'est pas très visible, mais le modèle en bleu est toujours au-dessus. Il n'arrive jamais à faire une rivière vraiment à sec. Et du coup, quand ils comparent sur ce graphique-là leur simulation sans bassine en rouge ou avec bassine en vert,
Ils sont très contents parce qu'ils trouvent que là, il y a une augmentation de 40%. Il faut savoir que pour qu'il y ait vraiment un écoulement dans cette rivière, il faut dépasser cette ligne-là à 0,5 m3. Donc en fait, là, au mois d'août, ils n'arrivent toujours pas à un écoulement de la rivière. Par contre, évidemment, si on le présente en temps, si je dis ça rajoute 0,15 m3, bon, ça ne parle pas à tout le monde, mais pour des gestionnaires, on rigole quoi. Alors que si on dit à 40% d'augmentation, c'est impressionnant quand même. Contre 1% de débit en hiver. Bah oui, non, en fait, en hiver, il y a beaucoup de débit et en été, il y a 3 fois rien. Donc 40% de zéro, ça fait toujours zéro. Donc c'est ce genre de surinterprétation beaucoup que le BRGM a fait. Et puis, ils n'ont pas du tout pris en compte le réchauffement climatique, parce que ça ne leur a pas été demandé par les commanditaires. Et ça, on pourrait y revenir. Moi, j'ai un peu éludé le réchauffement climatique aussi. Et en fait, quand j'ai demandé à des collègues hydrogéologues il y a quelques années s'ils voulaient bien travailler sur le sujet, ils m'ont dit mais c'est quoi le principe déjà là? C'est de prendre de l'eau qui est en profondeur, qui est à l'abri de l'air, de la lumière, toujours à la même température, plutôt fraîche, et d'aller la mettre à la lumière, à la chaleur, l'exposer au caca d'oiseaux, et du coup qu'on développe de la vie à l'intérieur. Et c'est exactement ce qui se passe dans les bassines de Vendée. On a, alors je n'ai pas vérifié ici, mais en fait on a un rapport de bureau d'études sur les bassines de Vendée, parce que ça pose beaucoup de problèmes à la CACG, la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, qui est la compagnie qui construit et qui gère derrière les bassines. En petite parenthèse, c'est aussi la compagnie qui veut relancer aujourd'hui le barrage de Sivins. C'était la même compagnie qui avait le chantier au début, donc sur lequel est mort Rémi Fraisse. Donc on va pas seulement... Alors il peut se passer donc de l'eutrophisation, c'est-à-dire des développements d'algues, et ça peut-être vous en avez vu dans les cours d'eau ces dernières années, parce que ça devient de plus en plus fréquent, c'est des blooms algaires, on a des algues qui se développent partout, qui asphyxient complètement le milieu. Mais on peut aussi avoir des cyanobactéries et des légionnaires. Donc là on a carrément des toxines qui peuvent être diffusées dans les champs par irrigation. Et là on n'a aucune solution pour l'instant, et je peux vous dire qu'ils cherchent. Ils cherchent plein de solutions parce que les algues et les bactéries, ça fait du biofilm, ça fait une matière gluante qui se met dans les pompes et qui diminue le débit des pompes. Donc eux, ça les embête beaucoup. Pardon, excusez-moi. Les cyanobactéries, c'est la même chose qu'il y a en Bretagne Oui, enfin, c'est pas forcément toujours, parce qu'il y en a plusieurs, mais qu'on retrouve beaucoup dans les cours d'eau, qu'on retrouve dans certains lacs de plus en plus. Ouais. Et qui sont mortels, potentiellement. Et donc on n'a aucune solution, en tout cas aucune solution rentable pour le moment contre ces algues et ces bactéries. Et puis le gros problème aussi de ces bassines, c'est l'évaporation. Parce que donc encore une fois, avec leur forme, elles sont très très bien pour réchauffer de l'eau. Et avec certaines bassines, l'évaporation a été estimée par les probassines à 6%. Mais il faut comprendre qu'ils compensent les pertes. Et en fait, ils regardent combien il y a au début de l'été, combien il y a avant qu'ils commencent à couper, puis ils font la différence. Le problème, c'est qu'entre-temps, il n'y a plus dedans. Et du coup, ils se servent de cette compensation par les pluies pour diminuer la perte par évaporation. Mais ces pluies, elles auraient dû venir soit arroser des cultures, soit venir recharger la nappe. Donc, on est plutôt sur des taux d'évaporation de 15%. Et quand on sait que la température va augmenter et que l'évaporation va de fait augmenter aussi, c'est vraiment un système qui n'est pas fait pour un contexte de réchauffement climatique. Et puis donc quand on diminue la quantité d'eau, évidemment on concentre les polluants. Et puis il y a cette question aussi des microplastiques qui n'a pas été investiguée en fait. Ah, il me manque... Oui, ok. Bon, il me manque un graphique en dessous, c'est pas grave. Et donc, quel résultat quand même? Parce que c'est un petit peu ça qu'il faut regarder. Donc, on n'a pas retrouvé les dates exactes d'installation. On est sur le piézomètre de Longré, depuis 1996 jusqu'à 2023. Ce qui est flagrant dans l'évolution des niveaux minimums, c'est en fait, fin des années 90, on a des problèmes d'incursion marine, on a des problèmes de nappes qui sont vraiment à sec. Les incursions marines, je vais y revenir juste après. Et donc on se rend compte que des niveaux de nappe très très bas, ça peut être catastrophique. Et donc on commence à mettre en place des outils de gestion collective, de donner des autorisations de prélèvement, de commencer à voir qui prélève quoi. Et comme par hasard, dans toute la région, les piézomètres qui remontent à aussi longtemps, d'un seul coup deviennent, vers fin 90-2000, le niveau minimum est rehaussé.
Par contre, après, donc, voilà, à savoir quand ont été construites les premières bassines à Langres, mais en tout cas dans les années 2000. Et en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'on n'a rien de flagrant dans nos niveaux minimaux. Et donc le graphique qui me manque ici, c'est le débit de l'Aume à Aigres, et dans lequel on voit rien de flagrant non plus. On a toujours les assecs en été, voilà, on n'a pas amélioré les débits à l'étiage avec les 3 bassines non plus. Donc on n'a vraiment aucun argument dans le camp d'en face pour dire que ça va améliorer l'état des cours d'eau. Et alors qu'il y a un problème systémique qui est là depuis plusieurs décennies. Donc le bassin de la Charente, comme celui du Marais Poitevin ou du Clin où j'habite, sont classés en ZRE, en zone de répartition des eaux depuis le milieu des années... Enfin, donc la Charente depuis 1995. Et la définition, c'est la définition officielle que j'ai marquée là, les ZRE, c'est une zone caractérisée par une insuffisance autre qu'exceptionnelle des ressources par rapport aux besoins. Alors moi je trouve la définition un petit peu biaisée parce que qu'est-ce que c'est que les besoins? Et donc là j'ai mis la carte de toutes les ZRE, en jaune c'est superficiel, donc c'est surtout les cours d'eau qui sont impactés, et en bleu c'est les nappes qui sont les plus impactées. Et ici il y a la carte de l'occupation des sols de l'agriculture. Et alors là on va dire tout modèle agricole confondu, l'occupation, uniquement les données d'occupation. Et on voit qu'il y a une correspondance, une grande corrélation, voilà, avec les taches en jaune ici qui sont les grandes cultures. Et puis certaines cultures permanentes aussi. Voilà, Adour-Garonne, voilà. Et c'est pas que autant la Beauce et la nappe de Davos a aussi un petit déficit pluviométrique, autant pas trop, en fait, pas trop dans nos régions. Donc on a quand même quelque chose ici de flagrant, et donc les besoins, est-ce que, je sais pas, est-ce que irriguer du maïs à midi ou au mois d'août, c'est vraiment un besoin, je ne sais pas. Et du coup, quand on crée des solutions techniques comme ça, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de ce schéma, mais c'est une étude d'hydrosociologie, et qui a montré que, d'une manière générale, quand on a des restrictions d'eau, donc on a des conséquences économiques, donc une pression de la société, et quand on tend à faire des solutions techniques comme des réservoirs, on pourrait se dire que on s'approvisionne plus en eau, donc on diminue les restrictions d'eau. Sauf qu'en fait, mécaniquement, quand on augmente l'offre en eau, eh ben on augmente systématiquement la demande. Et c'est là le gros problème des bassines, c'est pour ça que j'ai mis plus qu'une fuite en avant, en fait c'est presque même une accélération du système. Et après avoir, alors j'ai pas eu le temps de finir les images, mais on voit bien ici avec les images satellites, enfin les photos aériennes, les années 50, le remembrement qu'il y a eu, et donc au lieu de revenir à un système, voilà, c'est vraiment la fuite en avant, on continue de désertifier nos bassins versants, et du coup après on n'a plus que des solutions techniques, que des fixes, comme dit Magali Regueza au Conseil pour le climat. Alors un des arguments des pro-bassines, c'est de nous dire l'eau qui coule dans les rivières, c'est de l'eau perdue, elle part à la mer. Bon, je vais peut-être passer ici sur à quoi ça sert une rivière, j'espère que ça va. Je vais montrer comment c'est important d'assurer ce qu'on appelle un continuum ternaire. Donc, les gens qui étaient à l'atelier ce matin, et puis il y a des gens dans la salle qui sauront expliquer bien mieux que moi que les écosystèmes littoraux ont besoin d'apports de nutriments et de sédiments des continents. Mais il n'y a pas que ça, parce que moi je ne m'occupe pas trop de ce qui est vivant. Moi je m'occupe de l'eau là. Et du coup, en fait, l'autre problème, on a de l'eau douce qui arrive des continents et qui fait pression en fait sur la mer. Et quand on arrête la pression de l'eau douce sur la mer, on n'a pas seulement l'écoulement de l'eau douce qui peut partir dans la mer, on a la mer qui rentre dans les aquifères. Donc c'est ce que j'appelais tout à l'heure des incursions marines, et on a eu ça dans le Marais Poitevin à la fin des années 90. Donc toute l'eau des nappes phréatiques devient saumâtre en fond de vallée, et il y a plus, toutes les cultures se font griller. Et ça, dans un contexte de montée du niveau marin, c'est important en fait de garder une pression d'eau douce et de garder un écoulement vers la mer pour préserver nos ressources en eau douce. Par contre, là où je suis d'accord avec ces gens, mais ça ils ne le savent pas trop, c'est qu'il
il faut ralentir les écoulements dans le cycle de l'eau. Pendant longtemps, on a considéré, quand je dis on, la communauté scientifique comme la communauté politique, on a considéré le cycle de l'eau comme une suite de réservoirs avec des tuyaux et quelque chose de très statique. On avait tant de mètres cubes par an dans les nuages, tant de mètres cubes par an dans les rivières, dans les nappes, tout ça ne communiquait pas très bien. Et puis en fait, plus ça avance, plus on est en train de se rendre compte que tout est lié. Quand on dit hydrologie, c'est les eaux de surface, hydrogéologie, c'est les eaux souterraines, maintenant on ne sait plus trop comment se qualifier, parce qu'on regarde la connexion entre les deux. Que des fois c'est les nappes qui alimentent les rivières, des fois c'est les rivières qui alimentent les nappes, selon les saisons. Et donc il faut passer à une vision en termes de flux dynamique permanent de ces systèmes des bassins versants. Et du coup, dans les à peu près 30 dernières années, on a accéléré par 10 les écoulements entre la goutte de pluie qui tombe et le moment où elle arrive à la mer. Ça va beaucoup, beaucoup plus vite qu'avant. Et donc, voilà, moi je dis souvent, moi je ne suis pas pour contre le stockage, mais il faut le stocker dans le sol, il faut le stocker dans les zones humides, il faut stocker l'eau où vraiment elle est utile et à l'abri. Et donc, pour ça, on a d'autres solutions pour ralentir les écoulements. Donc, je vais évidemment prendre l'exemple le plus simple, celui dont tout le monde parle, mais il est vraiment tellement caractéristique que, voilà, j'arrive pas à en séparer. Donc, c'est le cas des haies. Et puis, en plus, ça, j'ai laissé les chiffres du bassin du Clin. Donc, chez nous, c'est 80% des terres agricoles hein, qui recouvrent le territoire. Ici, je ne sais pas combien c'est, mais c'est dans le même ordre de grandeur, on va dire. Du coup, si on veut agir sur comment notre territoire est plus ou moins perméable, c'est beaucoup là-dessus qu'il faut agir. Et si vous prenez des terrains, donc suite au remembrement, les énormes parcelles avec des pentes au milieu, sans aucune haie, et du coup, quand on a la pluie qui arrive, et particulièrement les premières pluies un peu violentes d'automne qui arrivent sur les sols tout secs, qui n'ont plus de capacité d'absorption, et donc ce qui risque d'arriver de plus en plus fréquemment dans les décennies à venir. Du coup, on a un ruissellement très important de l'eau, et en plus, cette eau qui ruisselle très vite va éroder le sol. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas énormément, beaucoup moins que l'eau, mais c'est une des limites planétaires à ajouter dans les années à venir, c'est qu'on est en train de perdre énormément notre sol, qui part beaucoup trop vite à la mer pour l'eau. Et donc, si on mettait juste des rangées de haies perpendiculairement, donc on coupe l'écoulement, on ralentit l'écoulement. Avec le système racinaire des arbres, on permet une meilleure infiltration. A l'inverse, en été, les racines par capillarité font remonter l'humidité dans les sols, donc on aurait moins besoin d'arroser. En bloquant le ruissellement, on bloque aussi les sédiments, et du coup on fait des terrassages petit à petit, et on fait en sorte que tout notre relief infiltre mieux l'eau et vienne mieux recharger les nappes. Et puis, ce que j'aime beaucoup dans ce CS, c'est que c'est vraiment, bon, déjà c'est assez simple à mettre en place. Et puis, ça fait des îlots de douceur en hiver, des îlots de fraîcheur en été, ça casse de l'érosion éolienne et évidemment, ça abrite de la biodiversité. Donc, c'est vraiment ce que j'appelle les cercles vertueux par rapport aux bassines où on est obligé de tuer des sols agricoles pour mettre en place une fausse solution. Voilà, donc j'en ai fini ici. J'espère que je vous ai convaincu que c'est une caricature de maladaptation au réchauffement climatique dont je ne vais pas parler, mais on peut en discuter dans les questions. Que donc ce cycle de l'eau, c'est vraiment un ensemble de flux permanents qu'il faut considérer comme tel. Oui, bon, je vais y venir. J'ai oublié de dire un truc très important. Dans la région, on a quand même la chance d'avoir des aquifères. Ce serait bien d'en prendre soin. Et que plus on les assèche, plus ils dépérissent en fait. Et on a cette chance quand même énorme d'en avoir. Et que donc, le bassin de la Charente, c'est ça, il est en déficit et systémique chronique depuis 30 ans en fait. Et que même sans le réchauffement climatique, on aurait des problèmes d'approvisionnement. Donc les méga-bassines, elles ne permettent pas un stockage sûr, alors que les zones humides et les nappes, oui. Elles vont entraîner, ou elles risquent d'entraîner une augmentation des volumes prélevés, alors que justement, donc, ce que j'ai oublié de dire, c'est que en fait, aujourd'hui, il y a un hydrologue formidable qui s'appelle François Moll, qui a écrit un article cette année, qui dit qu'il faut changer de paradigme. On a l'habitude, enfin là, ils essayent de nous entraîner vers ce qu'on appelle les volumes prélevables. Donc on veut utiliser des modèles numériques pour déterminer combien d'eau on aurait enfin dans les nappes.
et voir combien au maximum on peut les exploiter. Et ben lui, il dit il faut changer de manière de voir les choses. Il faut voir l'impact de chaque prélèvement et l'utilité de chaque prélèvement. Et c'est ce que dit aussi Magali Regueza, que maintenant il faut se mettre à gérer l'eau comme on gère un peu un compte en banque. C'est-à-dire que tant qu'on peut, en tout cas, on va essayer de ne pas arriver à zéro, parce que s'il nous arrive un pépin, après on est mal. Et là, on a une prédictibilité, on va dire, de la pluie hivernale qui devient très aléatoire. On va vraiment pas être assuré, on l'a vu cet hiver, on l'a vu l'hiver dernier, on va plus être assuré que nos nappes soient rechargées chaque hiver comme ça arrivait avant. Et du coup, il faut vraiment partir dans ce mode de gestion de garder le plus possible d'eau dans nos nappes, même à la fin de l'été, en fait, au cas où l'année prochaine on en aurait besoin. Voilà, donc les solutions existent, elles sont très simples à mettre en œuvre, mais il ne manque plus qu'une volonté politique. Je vous remercie.